Je vous l'amène. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, donc c'est notre dernière réunion, si je puis dire, sur le thème du patriotisme. Cet été, je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire que je reverrai l'ensemble de tous ces textes pour qu'on puisse sortir un livre à l'automne à peu près, ou cet hiver. Je suis en mesure de vous donner les thèmes de l'année prochaine, le thème de l'année prochaine. Il a été distribué, merci beaucoup, c'est très gentil. Et j'ai regardé un peu les dates, sachant qu'il faut éviter les dates scolaires, donc je peux vous donner des dates avec un... Il faut encore que je demande au secrétariat d'ici si ce sera libre, bien sûr. Et si on sera toujours là, d'ailleurs, parce que il n'est pas certain que le dialogue franco-russe reste tout à fait à cette adresse. Mais enfin, vous serez prévenus si on changeait d'adresse, bien sûr. Alors, pour l'instant, en tout cas, je vous propose les dates suivantes. Donc, première conférence sur l'ancienne lutte des classes, celle du 19e et du 20e siècle. Une remise en mémoire, en quelque sorte, puisque le thème ce sera « Y a-t-il une nouvelle lutte des classes ?» Donc, l'ancienne lutte des classes, le 19 septembre, celle du marxisme. La deuxième conférence donc, sera en octobre, le 17 octobre. Il portera sur la nouvelle lutte des classes actuelle en France, dans la mesure où il y en a une, pourquoi il y en a une, etc. Et autour des travaux, notamment des travaux qui, à mon avis, sont devenus indispensables pour toute compréhension de la situation politique française aujourd'hui. Donc je vous le signale, s'il est là, le livre, je peux même vous le... Ah mince alors. Voilà. Alors, il faut me le rendre par contre, parce que je suis en train de le lire, mais on peut le faire circuler. C'est lui, le professeur Guilhuy, oui. Enfin, il n'a pas fait que celui-là, il en a fait plusieurs. Ça, c'est le dernier, c'est celui qui résume un petit peu tout ce qu'il a fait. Donc, on parlera de ça le 17 octobre. Le 14 novembre, ce sera le problème de l'insécurité physique. Oui, c'est-à-dire qu'il y aura 3 séances qui porteront sur les différentes formes d'insécurité qui frappent les catégories sociales les moins favorisées. Donc il y a l'insécurité physique, l'insécurité sociale, l'insécurité culturelle. L'insécurité culturelle, c'est le terme qu'utilisent les sociologues aujourd'hui pour parler de l'immigration, en fait. Donc l'insécurité physique, on verra ça le 14 novembre. L'insécurité sociale, l'insécurité physique, c'est la criminalité, bien entendu, hein, c'est ça. Hein. Le 12 décembre, ça serait l'insécurité sur le plan social, liée à la mondialisation, le chômage, toutes ces choses de ce genre. Et puis en janvier, mais là j'ai plus de date, en janvier, ce sera l'immigration. Ensuite, vous avez la suite du programme, donc chapitre 6, donc en février, ce sera la sécession des populations souffrantes, qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques, qui ne se reconnaissent plus dans les syndicats, ne se reconnaissent plus dans toutes les institutions, si vous voulez, officielles du régime, et qui représentent, d'après Guilhuy, 60% de la population. Donc 60%, c'est tout à fait considérable. D'ailleurs, ce matin, mes amis russes m'ont demandé une petite synthèse en russe sur la situation politique française, donc j'ai essayé de concentrer tout ça en 4 phrases. Ils étaient très contents au cercle de Valdaï et au cercle de Poutine. J'avais résumé la situation comme ça, alors je l'ai fait en russe, mais moi je peux vous le dire en français. J'ai dit en gros, ces élections ont été un grand succès politique pour Macron et son parti, bien sûr, puisqu'il a la majorité absolue au Parlement. Première remarque. Deuxième remarque, majorité au Parlement, oui, mais absolument pas majorité dans le peuple, puisque les gens qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre activement la candidature de Macron aux présidentielles et aux législatives, ça fait à peu près 18% des inscrits. Donc ça fait 80% de gens qui ne sont pas dans cette catégorie. Donc vous savez, une majorité de Français n'ont jamais soutenu Macron. Ils ne sont peut-être pas prononcés contre, parce que s'ils sont abstenus, évidemment, ils ne sont pas prononcés. Mais en tout cas, ils ne soutiennent absolument pas le président actuel. Alors 80%, c'est quand même énorme. Hein.
Donc ça montre une très grande fragilité et en même temps une très grande puissance au niveau parlementaire. Alors ça crée évidemment une situation paradoxale. Ma troisième remarque aux Russes, c'était de leur dire oui, vous allez... la grande majorité de la population française, et notamment la moins favorisée, n'est absolument pas représentée. Et le nouveau Parlement est presque une caricature de la lutte des classes de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il n'y a que des bourgeois. Parce que si vous lisez les journaux, ils vont vous dire c'est formidable ce Parlement, il est beaucoup mieux que les anciens parlements, puisqu'il y a 37% de femmes chez Macron, donc beaucoup plus de présence de femmes. Mais qu'est-ce qui est important pour un Parlement? Est-ce que c'est d'avoir un pourcentage égal de femmes et d'hommes, ou est-ce que c'est d'avoir un pourcentage représentatif de la population, des ouvriers, des employés, de toutes les catégories sociales? Alors là, actuellement, les cadres supérieurs et professions libérales font quelque chose comme 80-85% des députés macronistes. Donc c'est vraiment un parti de classe. Comme le Parti communiste, ça peut être autrefois un parti de classe, c'était le Parti des ouvriers. Bon, et vous aviez effectivement 80% d'ouvriers dans les députés communistes. Ben là, vous avez 80% de cadres supérieurs, professions libérales. J'ai rien contre, mais ça veut dire quand même que tout le reste de la population est complètement abandonné. Il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas de pays. Les ouvriers, il y a exactement 2% d'ouvriers dans le Parlement actuel. C'est le chiffre le plus bas qu'on ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. À titre indicatif, en 1945, le premier Parlement élu après l'occupation, il y avait 25% d'ouvriers. Bon. Donc il faut bien voir qu'une très grande partie de la population, peut-être les trois quarts, en tout cas au moins 60%, ne sont pas représentés au Parlement, ne sont pas représentés dans le pouvoir tel qu'il va être. Et donc ça m'a abouti à la quatrième remarque que je faisais, c'est que si on a un pouvoir tellement oligarchique et tellement coupé du peuple, où le peuple, enfin où la majorité du peuple finalement n'est pas du tout représentée, eh bien il va y avoir une fuite de cette population non représentée vers des mouvements que l'on appelle populistes, ou vers d'autres formes d'ailleurs éventuellement d'opposition, y compris l'opposition dans la rue. Donc il faut s'attendre à un système politique, malgré les apparences au Parlement, un système politique extrêmement fragile, un système politique qui sera sûrement remis en cause dans les 5 ans qui viennent, je ne sais pas sous quelle forme exactement, mais ça ne peut pas rester comme ça. C'est-à-dire qu'il y a structurellement, si vous voulez, dans la majorité politique actuelle et dans le régime politique français actuel, il y a une concentration du pouvoir dans une minorité, pas toute petite d'ailleurs, mais enfin une minorité de la population, et tout le reste est complètement écarté, éliminé de la télévision, éliminé des radios, éliminé de la presse. Quand on fera parler à la télévision des artisans, des paysans, des ouvriers, vous me direz, c'est pas fréquent. Donc vous avez une majorité de la population qui est complètement exclue de tout, en fait, en réalité, de toute la représentation politique, y compris médiatique. Et ça ne peut pas durer éternellement. Alors, j'ai envoyé ça en Russie, et j'ai eu une réponse vraiment très intéressante. Ils étaient passionnés par cette analyse, ils étaient très contents, et ça leur paraissait en tout cas très juste. Voilà. Donc voilà pour quelques remarques sur la vie politique. Alors, donc je termine là le plan de l'année prochaine. Donc la sécession populiste face à la souffrance, ben, c'est ça. L'idéologie des victimes, donc c'est l'idéologie justement antimondialiste et qui est une idéologie qui par réaction, disons, devient de plus en plus favorable aux traditions et à l'identité nationale. Ça se voit beaucoup chez les jeunes, notamment, surtout les jeunes non diplômés. Les classes prédatrices, la nouvelle bourgeoisie, quelle est son idéologie? Donc je ferai un portrait en simplifiant grossièrement. Je vous dirais que cette séance sera consacrée à faire un portrait de NKM, parce qu'elle a toutes les caractéristiques, effectivement, de cette nouvelle oligarchie, Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc il y a tout, c'est le mariage homosexuel, etc. Enfin, c'est toutes les idées de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est les idéalismes de Mme Clinton aussi, c'est une certaine élite occidentale qui défend ça. Mais elle ne se retrouve pas dans le peuple. Et puis, donc le chapitre 9 sera l'idéologie cosmopolite et totalitaire de cette nouvelle bourgeoisie. Et le chapitre 10, voire la 10e conférence, ça sera sur le déni face au réel, c'est-à-dire le refus de voir qu'il y a un problème de classe, qu'il y a un problème, le refus de voir ça, et la marche vers des tensions sociales très graves, qui pourraient peut-être même déboucher un jour sur une guerre civile, on ne sait pas. Voilà donc en gros le thème, si vous voulez, de l'année prochaine. Alors maintenant, je reviens au thème de la soirée, le retour du patriotisme.
la France, comme toute nation, bien sûr, a besoin du patriotisme pour assurer son existence et sa survie. Son existence et sa survie, je dis bien deux choses. Patriotisme n'est pas une idéologie, c'est une disposition morale, donc affective, qui atteste de l'existence de la nation dans les cœurs des citoyens. Si personne ne se sent français en France, on peut dire que la nation a disparu, même si elle continue à exister géographiquement. Elle n'est plus qu'une expression géographique. Vous savez que cette formule avait été utilisée autrefois par Metternich à propos de l'Italie, parce que l'Italie n'existait pas, enfin pas encore, dans les consciences des gens, bien sûr. Il y avait une Italie, il y avait une langue italienne, il y avait des... Mais l'Italie était divisée en petites principautés, manipulée généralement par les puissances étrangères. Et donc, quelqu'un lui avait parlé de l'Italie, Metternich, avec mépris, avait répondu c'est une expression géographique, mais ça n'est rien de plus. Et puis dans le siècle qui a suivi, évidemment, ça n'a pas du tout été comme ça, puisqu'ensuite le mouvement patriotique italien s'est développé, a réussi à unifier l'Italie, et l'Italie est devenue de plus en plus patriotique au XIXe siècle. Elle a atteint son point maximum, je pense, avec la guerre de 14-18, où elle s'est engagée dans la guerre dans un espèce d'élan patriotique contre l'Allemagne et contre l'Autriche, parce que l'Autriche avait occupé une bonne partie de l'Italie. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent en tant que Français. Mais il faut savoir que tout le nord de l'Italie, la région de Londres et la région de Venise, pendant un demi-siècle, ont appartenu aux Autrichiens. Vous avez des Autrichiens. D'ailleurs, si vous allez visiter Venise, on vous montrera peut-être les deux grands cafés qui sont toujours là, et le Quadri et Florian. Et au Florian, il y avait les troupes, il y avait les Italiens, je crois. Non, c'était les Autrichiens qui étaient là. La garnison des officiers autrichiens était retranchée dans le Florian, mangeait des gâteaux et buvait du thé. Et en face au Quadri, il y avait les révolutionnaires italiens, nationalistes italiens, qui voulaient chasser les... Et comme ils buvaient, évidemment, ils étaient dans les cafés, au bout d'un moment, ils avaient trop bu, paraît-il, et les gens du Quadri et les gens du Florian commençaient à se tirer dessus. Alors, il fallait que le maintien de l'ordre arrive pour remettre de l'ordre. Enfin, c'est voilà, l'histoire de la place Saint-Marc à l'époque de l'occupation autrichienne. Bon. Donc les Italiens sont devenus patriotes, et puis après il y a eu Mussolini, bon, qui est une expression parmi d'autres de ce patriotisme italien, évidemment, et puis c'était comme ça jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc si la France effectivement n'est plus ressentie comme telle dans le cerveau des Français, même s'il y a toujours des Français physiquement, on peut considérer que la nation n'existe plus. La nation, il faut qu'elle soit présente dans la conscience des citoyens. Encore une fois, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, donc c'est pas une idéologie. C'est comme si on dit, c'est un mode de vie, si on veut, un mode d'existence dans le fleuve de l'histoire qui n'est pas un mode de vie permanent. Il y a des pays qui connaissent des périodes sans aucun patriotisme, et puis ça se réveille parfois, ça réapparaît. L'Allemagne, par exemple, avant Napoléon, n'était absolument pas patriote. Elle était comme aujourd'hui d'ailleurs. Elle était tout à fait cosmopolite, et notamment dans ses élites. Et puis c'est la présence des troupes napoléoniennes qui fait que peu à peu s'est réveillé un nationalisme allemand, surtout en 1813. Et puis là, il y a eu tous les grands noms, Fichte, etc., du nationalisme allemand qui ont agité l'opinion et qui ont créé un mouvement national allemand extrêmement puissant, et puis qui ensuite n'a fait que s'amplifier. Pour prendre même des formes, je dirais, pathologiques avec le national-socialiste d'Hitler. Mais de Napoléon jusqu'à Hitler, disons, l'Allemagne devient ultra-nationaliste alors qu'elle ne l'était pas avant. C'était provoqué par l'occupation des troupes françaises. En général, c'est souvent ça, qui, comme la Russie, par exemple, est redevenue, enfin, elle l'a toujours été sans doute, mais elle est redevenue nationaliste. Merci. Elle est redevenue nationaliste quand Staline, en 1943, a décidé de faire parler le patriarche au micro. Et quand Staline a fait un discours stupéfiant pour un communiste, puisqu'il n'a pas fait camarade comme d'habitude, il a commencé son discours en disant « Mes très chers frères, mes très chères sœurs, il faut sauver la Sainte-Russie ». Venant de Staline, mais il a fait ça parce qu'il a senti qu'il fallait ça pour que les gens aient le cœur pour se battre contre l'occupation allemande. L'Allemagne était en train de gagner la guerre à ce moment-là. Donc c'est souvent lié à des phénomènes d'invasion, le retour du patriotisme. Je dis ça parce que comme aujourd'hui on connaît une autre forme d'invasion, on est sans doute dans l'actualité. Alors je disais oui, patriotisme c'est l'amour de la patrie, on l'a déjà vu dans les séances précédentes, c'est un mode d'existence, mais c'est aussi une obligation morale, au même titre que l'amour de ses parents.
aimer ses parents, ben, ça existe ou ça n'existe pas, c'est dans la conscience, mais dans la morale classique, en tout cas, c'est une obligation. On doit aimer ses parents. Ne pas aimer sa patrie, c'est comme ne pas aimer sa mère. C'est les Russes qui utilisent beaucoup cette comparaison. D'ailleurs, la très grande statue qui est au-dessus de Stalingrad et qui un peu comme la statue de la liberté à New York, symbolise la résistance russe contre les armées nazies. Elle s'appelle La mère patrie nous appelle. Rodina Mat Zaviot, ça veut dire la mère patrie nous appelle. Et dans les chants russes, souvent, il y a cette expression en disant je me bats pour la patrie, c'est-à-dire je me bats pour ma mère. C'est pas purement russe, hein, d'ailleurs ça existait aussi dans le patriotisme français, cette chanson que je vous ai citée une ou deux fois, qui servait d'hymne national à la France en 1848, pendant 3-4 ans, qui s'appelait Mourir pour la patrie. Elle commence comme ça, au son du canon d'alarme, la France appelle ses enfants. Allons, dit le soldat aux armes, c'est ma mère, je la défends. Donc c'est exactement la même analyse qui est faite en quelque sorte. Ne pas aimer sa patrie, c'est comme ne pas aimer sa mère, c'est-à-dire c'est une ingratitude monstrueuse. Et c'est vrai, c'est Maurras qui l'avait très bien expliqué, mais il n'y a pas que lui. Hein. On doit beaucoup, on doit presque tout à sa patrie, on doit à sa langue maternelle dans laquelle on pense. Bon, c'est le produit de sa patrie, l'outil d'expression de la pensée. Le territoire sur lequel on vit, bon, où on est censé être en sécurité, en principe donc libre. Parce que c'est un truc qu'il faut bien saisir. Alors, ça se sent moins dans la langue française, malheureusement, mais c'est très apparent dans la langue allemande. Être libre, c'est être en paix. C'est donc être en sécurité. L'étymologie allemande, de ce point de vue-là, est extrêmement frappante. La paix se dit Frieden en allemand, et la liberté se dit Frei. Frieden, Frei, c'est la même racine, bien sûr. L'idée, c'est que on est libre que dans un endroit qui est enclos, où la paix règne. Donc, c'est ça, c'est vraiment cette idée-là. Donc, il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de sécurité nationale, en quelque sorte. Être héritier, ignorer ou haïr l'héritage patriotique peut être donc considéré comme foncièrement immoral. C'est la situation dans laquelle on se trouve assez largement aujourd'hui en Occident. Je crois que je vous ai lu la dernière fois, il me semble que c'était le mois dernier, des statistiques sur êtes-vous prêt à mourir pour la patrie. Ben, les chiffres les plus bas sont en Europe occidentale, hein, malheureusement. Alors le patriotisme est donc une condition de la survie de la patrie. Si personne n'est prêt à défendre la patrie, à y sacrifier sa vie, elle peut être envahie ou détruite par une puissance étrangère. En 1914, le patriotisme cultivé chez tous les citoyens a permis de résister à l'invasion allemande, puis de gagner la guerre au prix de grands sacrifices. En 1940, la France, minée par l'esprit du pacifisme et le renoncement égoïste, s'est effondrée devant l'armée allemande. On sait aujourd'hui que, bien sûr, l'armée allemande était techniquement très évoluée, mais elle n'était pas très très supérieure, semble-t-il, à l'armée française. Mais le moral n'était pas là, c'était complètement différent, évidemment. Seule une toute petite minorité de patriotes ensuite a voulu résister. Les premières guerres patriotiques, historiquement, furent sans doute les guerres des anciens Grecs contre les Perses. L'Empire perse n'était pas du tout démocratique, et son armée englobait les peuples les plus divers, qui étaient dans l'armée parce qu'il fallait bien vivre, etc., mais qui n'avaient aucune foi patriotique, simplement ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix. A l'inverse, les Grecs, eux, étaient très homogènes, ils se sentaient comme une grande famille, et leur patriotisme démocratique leur donnait une énergie exceptionnelle au combat. Inférieur en nombre, très inférieur en nombre, on peut même dire, les Grecs ont écrasé les Perses. Et pendant des siècles ensuite, les exemples grecs puis romains, les Romains s'inspirant des Grecs, ont été donnés dans les livres d'histoire pour pousser au patriotisme. Patriotisme grec, patriotisme romain, puis ensuite patriotisme français, une espèce de continuité historique de ce point de vue-là. Les démocraties ont particulièrement besoin de patriotisme. C'est ainsi d'ailleurs que la Suisse a préservé son indépendance, c'est-à-dire sa liberté au cours des siècles. La dictature, bien sûr, peut avoir besoin du patriotisme, mais ça ne fait pas partie de son essence. Elle peut arriver à se maintenir par la force, en quelque sorte, sans qu'il y ait nécessairement un patriotisme très poussé. On le voit avec la Yougoslavie, qui a fonctionné tant qu'il y avait la dictature de Tito, la dictature communiste,
Mais du jour où les peuples ont été libérés, ils n'ont plus été sous le joug de cette dictature. Les patries, disons, sont réapparues. Alors, il n'y avait pas de patrie yougoslave, c'était une invention. Donc les Croates sont devenus indépendants, les Serbes sont devenus indépendants, ils sont même battus entre eux. Enfin, ça s'est fait dans des conditions épouvantables. Mais c'est très révélateur. Donc on constate d'ailleurs que, contrairement aux démocraties, les oligarchies, les dictatures sont souvent ouvertes à l'immigration. Et lorsque les étrangers arrivent contre les souhaits du peuple, il faut bien les loger, il faut bien construire, et ça se fait grâce aux impôts des citoyens, ou bien il faut les répartir d'autorité dans les communes, comme ça se fait actuellement en France, contre les volontés des populations. Et ça, si c'est pas de la dictature, qu'est-ce que c'est, hein? C'est imposer des étrangers comme voisins à des citoyens, c'est évidemment un fait totalement dictatorial. Et on peut dire même, j'ai un ami qui est aussi mon éditeur d'ailleurs, un de mes éditeurs, professeur Pawlewski, qui a développé une thèse, mais il a rien écrit là-dessus, c'est dommage. Sa thèse, c'est que plus l'immigration est forte, plus le régime dérive vers la dictature. C'est pratiquement inévitable. À partir du moment où c'est une immigration qui n'est pas souhaitée par les gens, il faut que l'État force les gens à accepter par la propagande, par la justice, par l'intimidation, et donc on va vers la dictature. L'opinion critique à l'égard de l'immigration sera à ce moment-là de plus en plus bâillonnée. Aucune consultation du peuple ne sera mise en œuvre. L'immigration non voulue par le peuple, mais forcée, conduit forcément à l'autoritarisme. Cette dictature est d'ailleurs d'autant plus utile au gouvernement que le patriotisme est absent. Alors les études sociologiques ont montré que le patriotisme a décliné en Occident. Ainsi, le sociologue Robert Putnam, dans son célèbre ouvrage Bowling Alone, a montré que le patriotisme aux USA est descendu de 85% de la population à 50% depuis 1968. Dans le même temps, toujours aux USA, le fait d'avoir beaucoup d'argent devenait la valeur suprême pour 50% de la population, alors qu'avant-guerre, c'était 20% seulement. Donc on voit bien qu'il y a un repli de l'individu sur lui-même et sur sa personnalité au détriment du patriotisme. Le patriotisme, c'est toujours, évidemment, ça consiste à donner sa vie aux autres. Donc ça ne peut pas aller avec l'égoïsme. Et ces changements sont dus, donc, ces changements qui ont frappé les États-Unis, mais qui frappent aussi l'Occident, sont dus à ce que Heidegger appelle l'emprise croissante du Gestell, c'est-à-dire de l'arraisonnement utilitaire, pas de tableau ici, l'arraisonnement utilitaire sur la société américaine. Nous vivons un moment dramatique parce que notre société est dominée par l'arraisonnement utilitaire, la dictature de l'utilitarisme individualiste. Les quatre pôles qui définissent le monde classique de notre existence, la divinité, l'éthique de l'honneur, la personnalité, les racines, sont remplacés par des idoles, parce que les hommes ont toujours des idoles, ils ont des dieux ou des idoles, mais ils ne peuvent jamais avoir ni dieu ni idole. Il y en a qui l'expliquent très bien, c'est Dostoïevski, ça. Donc évidemment, l'homme peut tout à fait chasser Dieu s'il le souhaite véritablement, mais à ce moment-là, c'est pour tomber sous la coupe d'une idole, ou d'idoles variées d'ailleurs. Alors là, les idoles dominantes du monde moderne, c'est le moi et tous ses caprices, en quelque sorte, qui sont sacralisés véritablement sous le nom de droit de l'homme. Ça devient quelque chose qu'on ne peut plus remettre en cause et qui devient la norme juridique suprême. Ensuite, il y a l'argent. L'argent qui domine toutes les valeurs morales. Les autres valeurs morales n'ont pas disparu pour autant, disons, mais elles sont relativisées et elles sont moins importantes que l'argent. Alors je dis toujours, le critère le plus frappant de ce phénomène, c'est la discrimination, puisque dans notre société, toutes les formes de discrimination sont en principe interdites. On n'a pas le droit de discriminer les gens par la couleur de leur peau, on n'a pas le droit de discriminer les gens par leur nationalité, on n'a pas le droit de discriminer les gens par leur sexe, mais si vous voulez créer un club privé demain et vous mettez comme critère pour y entrer le fait de gagner 1 million d'euros par mois, personne n'y verra le moindre inconvénient. C'est-à-dire que la discrimination par l'argent, elle est parfaitement acceptée, c'est même la seule qui est autorisée. Et c'est même probablement pour ça dire que les autres discriminations sont diabolisées. C'est pour bien laisser l'argent comme valeur suprême. Les masses remplacent les personnalités, donc ça se voit avec le fonctionnement du système éducatif et du système médiatique. Et quant aux racines, les racines sont gênantes, moins on en parle, mieux on se porte dans ce système-là, dans le système utilitariste, et donc c'est remplacé par la technique, qui devient là aussi une idole, c'est-à-dire que tout ce que peut faire la technique, il faut le faire.
même si c'est quelque chose qui consisterait à détruire l'homme tel qu'il est. Donc les problèmes du transhumanisme, toutes ces questions-là, etc., le génie génétique, dès lors que c'est possible techniquement, on va le faire. Et dans ce schéma qui est en définitive suicidaire pour un peuple, le patriotisme n'a pas sa place. Donc je résume le schéma des idoles du Gestell, donc l'ego, l'argent, les masses et la technique, alors que le monde du patriotisme est structuré par un schéma complètement différent. Du côté, je dirais, religieux de l'ego, c'est le culte du héros, ce n'est plus le culte de l'ego, c'est le culte du héros. Ce qui devient central sur le plan politique, c'est le fait de consacrer une partie de sa vie à l'armée, au service militaire. Ensuite, le civisme et la participation active à la vie politique, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, la conscience de ses racines et de son histoire, c'est le socle, en quelque sorte, d'une existence qu'on pourrait appeler l'existence patriotique. Donc le patriote partage son existence entre le service militaire, l'engagement civique, par ses votes, par sa conscience de sa lignée et de ses racines, et sa connaissance du récit national, et enfin par la participation au culte des héros de la patrie. Ce dernier culte en France est historiquement lié au christianisme, on le voit à travers le personnage de Jeanne d'Arc. Le monument aux morts, comme vous le savez, dans tous les villages, est distinct de l'église, c'est pas la même chose, bien sûr, mais il en est très très proche. Et en fait, il y a une interdépendance culturelle entre l'église et le monument aux morts, parce que le monument aux morts est souvent chrétien, il y a une croix souvent. Enfin, en tout cas, sur les tombes, il y a des croix. Et donc, le cimetière et l'église sont deux institutions très très proches les unes des autres, et où l'amour de la patrie se relie à l'amour de la divinité. Le patriotisme n'englobe pas, bien entendu, toutes les dimensions de l'existence. C'est pas un système totalitaire, même si c'est un système qui, quand il est très très fort, évidemment, il finit par toucher un peu toutes les fibres d'un individu, mais ça n'englobe pas tout. Il y a l'existence familiale qui est distincte, l'existence professionnelle qui est aussi distincte, l'existence religieuse, c'est encore quelque chose de différent de l'existence patriotique. Mais l'existence politique, en tout cas, ne peut pas être séparée de l'existence patriotique. Parce que si la politique se détache du patriotisme, elle se dégrade alors très vite pour défendre des intérêts oligarchiques, y compris même des intérêts étrangers, ou défendre une carrière personnelle souvent liée à ses intérêts. Donc la politique dégénère, c'est ce que Péguy appelait la mystique qui dégénère en politique. La classe politique carriériste a été très très bien décrite déjà il y a plus d'un siècle avec talent par Charles Péguy, notamment dans son livre qui s'appelle « L'argent ». Je vais vous citer un petit passage de L'argent de Charles Péguy. Vous reconnaîtrez assez bien, je pense, les hommes politiques actuels à travers ce qu'il décrit, alors qu'il décrit ça pour les années 1890-1900. Tout ce monde-là est radical, c'est-à-dire bourgeois. C'est partout la même démagogie, c'est partout la même viduité. Cette pauvreté de pensée, qui est peut-être unique dans l'histoire du monde, ce manque de cœur, qui est en politique la marque du parti radical. Même indigence, même lamentable pauvreté de pensée, même manque de cœur, manque de race, manque de peuple, manque de travail, même manque d'outils. Partout les mêmes embarras gauche, partout les mêmes éloquences, partout le même parlementarisme, les mêmes superstitions laïques, les mêmes combines parlementaires, les mêmes basculements, partout ce même orgueil creux, ces bras raides, ces doigts d'orateur, ces mains qui ne savent pas manier l'outil, qui n'ont jamais manié l'outil. Partout les mêmes embarras métaphysiques, et ces têtes comme des noisettes. Même infécondité profonde, même besoin d'infécondité, cette mortelle inquiétude, cette alerte perpétuelle, cette constante épouvante qu'il ne vienne quelque part de la fécondité, qu'il ne se fasse, qu'il ne vienne, qu'il ne se fonde, qu'il ne naisse quelque vie authentique, quelque race, quelque œuvre. C'est un texte totalement incorrect aujourd'hui, puisqu'il prononce le mot race, par exemple, mais il décrit effectivement un paysage politique un peu désolant, et je me suis amusé à mettre, on croirait voir un portrait d'En Marche, le parti de Macron. Alors le retour des collabos, c'est un autre aspect de la situation actuelle. Comment faire à nouveau de la France une nation patriote? Alors certainement pas à partir des politiciens, et probablement pas à partir des bourgeois. Le vrai défi politique d'aujourd'hui est que les Français vivent une répétition de la collaboration.
On leur demande de se soumettre à l'Allemagne. L'Allemagne actuelle, celle qui a perdu son âme. On leur demande d'accepter chez nous ceux qui ont violé le sol sacré de la patrie en pénétrant sur le territoire, en violant nos lois, donc en violant la volonté des citoyens. On demande aussi aux citoyens français de se soumettre à l'Empire américain, dont l'Allemagne actuelle n'est qu'une filiale. On leur demande d'être des collaborateurs de cet empire mondial qui, pour certains, et pour beaucoup même de Français, est une source de chômage, une source d'insécurité criminelle et une source d'invasion étrangère. Qui est ce « on » ? C'est la classe cosmopolite qui profite de la mondialisation. Face à ces atteintes à la nation, ces appels à la trahison, il nous appartient de maintenir la flamme de la résistance. Il faut enseigner ce qu'est la France, à l'école et dans les médias, c'est le socle. Il faut permettre au peuple de participer aux décisions politiques grâce à une authentique démocratie directe. Il faut remilitariser les citoyens. N'oublions pas qu'une démocratie est toujours militaire, du moins à ses débuts. C'est le cas de la Grèce. Il n'est pas plus militaire que les cités grecques qui ont inventé la démocratie. La Suisse, un autre exemple très, très frappant. Ça devient nécessaire aujourd'hui pour faire face au terrorisme. Il faut recréer un service national, il faut développer une garde nationale comme en 1789. Enfin, il faut revivifier nos cérémonies patriotiques dans le cadre d'un culte civique des héros de la France, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui dans la Nouvelle-Russie pour les héros russes, mais comme on ne le fait plus guère dans notre pays. Quand j'étais tout jeune encore, je me souviens de défilés au flambeau qui avaient lieu dans des villages, d'ailleurs, avec des anciens combattants. Ça se voit plus beaucoup aujourd'hui. Une nouvelle lutte des classes, point d'interrogation, c'est un peu une ouverture sur l'année prochaine. Le géographe et sociologue Christophe Guilluy montre que la France se coupe peu à peu en deux classes antagonistes. Il a montré cela dans 3 ouvrages successifs, Fracture française, La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, et Le crépuscule de la France du Haut que j'ai fait circuler tout à l'heure. Dans ces ouvrages, le professeur Guilluy montre l'aggravation de cette scission. Les vainqueurs de la mondialisation sont ceux qui sont protégés. Les fonctionnaires, les enseignants, etc., qui n'ont rien à craindre de la mondialisation, puisqu'ils ont un statut protecteur, évidemment. C'est eux qui décident en général de la politique à mener. Ils vivent dans des métropoles où le prix du foncier a permis d'évincer silencieusement les classes populaires. Cette nouvelle bourgeoisie rejette tous ceux qui ne sont pas utiles dans le nouveau système économique, les relègue dans les banlieues, les petites villes et les zones rurales. Par la politique foncière, bien sûr. Société ouverte ou société fermée. La nouvelle bourgeoisie a capturé le pouvoir politique et culturel, les meilleurs emplois, la richesse, tout cela au nom du bien et de l'ouverture. Mais en réalité, elle est composée de réseaux fermés qui excluent tous ceux qui n'ont pas les moyens d'en faire partie. Ces oligarchies développent une idéologie qui a pour fonction de masquer la réalité. La classe dirigeante n'a pas de racines, elle défend une société ouverte. Société ouverte, ça c'est le slogan. Mais vous constaterez que, contrairement à ce qui était le cas il y a 50 ans, toutes les portes de Paris sont munies aujourd'hui de codes d'entrée. Autrefois, il n'y avait pas de code, il n'y avait pas d'insécurité au même degré. La classe dirigeante ne voit aucun inconvénient à une société multiculturelle. Mais tout cela vient du fait que cette classe vit sous la protection de frontières qui sont parfaitement invisibles. Ce sont des frontières économiques, par exemple, le prix du sol, qui exclut le petit peuple des centres-villes. Quand on dit la ville mondiale est une ville ouverte, Paris est une ville ouverte, oui, elle est ouverte pour ceux qui peuvent payer 15 000 € le mètre carré. Pour les autres, ils peuvent faire à la rigueur des allers-retours pour travailler et rentrer chez eux, mais ils ne peuvent pas y habiter. Alors qu'autrefois, ce n'était pas le cas. Hein. Même à l'époque de l'ancienne lutte des classes, en 1930, etc., vous aviez les ouvriers en plein Paris. Ils n'étaient pas exclus de la grande ville. L'idéologie de la classe dirigeante est en faveur, d'une part, de la cupidité même, financière bien sûr, et aussi du laxisme moral. Rien ne doit être interdit. Les discours sur la diversité sont des discours rhétoriques, cela dit, et non pas des faits pratiques. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 2% des membres du Parlement sont des ouvriers, contre 20% en 1946. Les classes dirigeantes sont les seules classes où, selon les sondages, il n'y a pas de majorité pour dire il y a trop d'étrangers en France. Si vous faites par classe sociale des sondages, dans toutes les catégories sociales, que ce soit les paysans, les ouvriers, enfin, toutes sortes de catégories, ils vont vous dire, il y a une majorité vous diront il y a trop d'étrangers en France. Et pour toute la France entière, vous avez 70% de Français qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Mais il y a une exception, c'est les cadres supérieurs. Il y a certaines professions libérales où là, vous avez une majorité de gens qui disent non, non, non. C'est pas gênant, il n'y a pas de... Donc je crois que c'est le fait que le mur d'argent, qui crée des barrages sociaux bien sûr, et la logique du entre-soi, crée une situation où ces gens-là ne sont pas concernés par l'immigration de masse, ils ne la voient jamais.
ils ne sont pas concernés par la montée des crimes, sauf marginalement, et encore moins par la détresse sociale. Les classes populaires, elles, sont frappées par ces différentes difficultés, et en plus ont le sentiment de ne pas être représentées. Donc elles cherchent d'autres formes de représentants, qu'on appelle aujourd'hui les populistes. D'après Guy Lui, 30% de la population tire vraiment des avantages de la mondialisation et est satisfaite. 10% de la population est composée d'immigrés, et les 40% qui restent font partie des classes, disons, qu'on pourrait appeler souffrantes. Alors, c'est pas 40%, je pense que c'est 60%. Oui, 60%. On voit alors que le Front National, avec 21% des voix au premier tour, par exemple, est très loin d'avoir atteint ce niveau sociologique, effectivement, des gens mécontents, disons, qui atteint plutôt des chiffres entre 40 et 60%. Et on peut s'interroger, mais enfin ça ne sera pas le but de notre conversation d'aujourd'hui, de s'interroger sur cet énorme déficit, cet énorme décalage. À quoi est-il dû? Il y a sûrement plusieurs causes, évidemment. Le contrôle des représentations, on va toucher une de ces causes maintenant en parlant de ça. La classe oligarchique dirigeante n'est pas patriote, se présente comme une société ouverte, et les opposants à l'oligarchie et les opposants patriotes sont alors diabolisés, traités de racistes. C'est un peu comme si on traitait de xénophobes les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, ou si on traitait Jeanne d'Arc de xénophobe. On est dans l'absurdité évidemment totale. Donc il y a une idéologie, si vous voulez, qui règne sur les médias et qui contrôle les représentations. La réalité, c'est que l'oligarchie est une société très fermée, qui vit dans l'entre-soi de ses réseaux. Le but du discours officiel est de légitimer les choix politiques de l'oligarchie au pouvoir et de faire totalement silence sur les problèmes quotidiens des classes populaires. Et elle y arrive même tellement bien que même pendant une élection comme l'élection présidentielle, finalement, on ne parle presque pas des problèmes quotidiens des classes populaires. On parle des turpitudes de Fillon, on parle de toutes sortes d'autres choses, mais on ne parle pas vraiment, par exemple, de l'immigration. Et même la représentante du Front National, lors de son débat avec Macron, a pratiquement pas parlé de l'immigration, alors que c'était sur fond de commerce. Donc la classe dirigeante lance des mythes du genre opposition entre l'urbain et le rural. Les problèmes ethniques des banlieues, vous remarquerez qu'on ne dit jamais que c'est des problèmes ethniques, évidemment, on dit que ce sont des problèmes urbains, comme si c'était la ville, par le fait qu'elle est une ville, qui secrèterait ses difficultés, ce qui est évidemment complètement idiot. Mais le vocabulaire officiel des ministères, c'est de parler de problèmes urbains et d'une politique de la ville. Bon, c'est une façon pudique, si je puis dire, de parler des problèmes ethniques. S'il n'y avait pas d'ethnie minoritaire, il n'y aurait pas de problème de la ville. Il y a des pays qui ne connaissent absolument pas ce qu'on appelle les difficultés urbaines, au sens où les émeutes urbaines telles qu'on les connaît en France. On parle du principe qu'aucun étranger n'est jamais délinquant, c'est l'urbanisme, c'est l'architecture qui sont coupables de la délinquance. Autre mythe, celui de la classe moyenne. Celle-ci a bien existé, mais aujourd'hui elle est reléguée dans la France périphérique perdante de la mondialisation. Donc il y a de moins en moins de classe moyenne en réalité. Donc il y a un écart qui se crée entre deux catégories sociales opposées. À propos d'ailleurs de l'urbanisme, ça me fait penser à ça, c'est parce que il m'arrive parfois de traverser en voiture les banlieues de Moscou, de Saint-Pétersbourg, qui sont des banlieues immenses, gigantesques comme les nôtres d'ailleurs, avec des tours, avec des bars, de gigantesques immeubles. Mais si vous pénétrez dans cet univers de grands ensembles qui n'est pas très humain, il faut bien le dire, mais qui est tout à fait du même style, il y a une chose frappante à Moscou, à Saint-Pétersbourg, c'est qu'il n'y a pas de taxe sur les murs, il n'y a pas de papier par terre, les gens circulent sans la moindre crainte dans la rue. Il y a une ambiance qui n'a absolument rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Hein. Et on ne peut pas comprendre cette différence si on ne veut pas admettre qu'il y a un problème ethnique en Seine-Saint-Denis. Il y a un préfet qu'une fois d'ailleurs, que Sarkozy, qui avait reçu Sarkozy dans Seine-Saint-Denis, je ne me souviens jamais du nom de ce préfet, je vois bien son visage, et il donne quelques chiffres à Sarkozy sur le nombre d'étrangers en Seine-Saint-Denis. Alors, le président de la République est sidéré, et il dit vous avez une diversité incroyable dans votre département. Il dit oui, mais je pense même d'ailleurs qu'il faut supprimer le poste de préfet qui ne sert plus à rien. Sarkozy dit comment ça, il faut supprimer le poste de préfet? Ah oui, le poste de préfet dans un département pareil, ça ne sert plus à rien. Et bien, vous allez le remplacer par quoi alors? Par un poste d'ambassadeur, bien sûr, parce qu'il n'y a plus que des étrangers. Alors, le professeur Guy lui, il a créé un indicateur de fragilité qui concerne tous ces territoires, justement, où vivent 60% de la population,
dans ces zones où il y a des problèmes d'immigration de masse, de délinquance généralisée, de faillite, de chômage. Et vous noterez que tous les problèmes que je viens de décrire ne peuvent pas être résolus par plus de mondialisation. On va vous dire, mais ces problèmes, on va les résoudre en créant plus de mondialisation, en ouvrant encore plus nos frontières, en disant, bon, ben non, c'est pas ça qui va réduire l'immigration par définition. C'est pas ça qui va réduire non plus la délinquance généralisée, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la criminalité internationale est devenue quelque chose d'absolument énorme. Et ça, si on peut inviter des responsables de la police judiciaire qui vous le diraient, la dimension internationale du crime a pris énormément de place aujourd'hui à cause de la mondialisation. Autrefois, le crime était quand même principalement national. Et les autres drogues, par exemple. Le trafic de drogue aujourd'hui est complètement international, complètement mondialisé, donc ça devrait être le bonheur, puisqu'il paraît que la mondialisation c'est le bonheur, n'est-ce pas? Et effectivement, les cartels de la drogue ont de tels moyens maintenant, et ils ont tellement besoin de faire du commerce international, qu'ils utilisent par exemple des sous-marins. Depuis quelques années maintenant, ils ont les moyens de se payer des sous-marins. Alors la drogue est dans les sous-marins, le sous-marin il est sous l'eau, donc très difficile à identifier évidemment. Il finit par, émerger quelque part près des côtes françaises, un endroit qui n'était pas prévu, etc. Et puis là, il y a des gens qui viennent chercher la drogue dans des canaux. Ensuite, la drogue est chargée dans des voitures, et ensuite, ça part sur les autoroutes. Mais c'est donc une grande industrie, hein, mais elle est internationale, évidemment. Alors, face à tous ces problèmes, les classes populaires qui vivent dans ces zones à problème, disons, sont méprisées quand elles ne sont pas accusées de fascisme ou de racisme. Défendre les intérêts du petit peuple devient quelque chose de suspect. La vérité, c'est que s'il y a en France un jour un danger de dictature autoritaire, il vient de l'oligarchie dirigeante, il ne vient pas du peuple. L'expérience prouve d'ailleurs que les intellectuels sont beaucoup plus intolérants que les citoyens ordinaires. En général, à la tête des mouvements totalitaires, vous aviez toujours des intellectuels. La nouvelle oligarchie bourgeoise est en réalité de plus en plus hostile à la démocratie. Elle le cache à peine maintenant. Parce que la démocratie, pour elle, correspond à la domination de gens qui sont stupides et insuffisamment éduqués. La démocratie représentative est de moins en moins représentative, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le parti de Macron, qui est un parti de classe dirigeante en réalité. Et la moitié des citoyens qui sont écœurés par la situation ambiante se sont abstenus, comme vous le savez. Macron n'a obtenu le soutien que de 16% des inscrits dans la population. Fait qu'il est en réalité très minoritaire, même s'il a une assemblée qui est totalement majoritaire. Le système électoral, par le découpage des circonscriptions, le système majoritaire à 2 tours, fait qu'avec, par exemple, 25% des voix, le Front National n'a que 8 députés. Tout est comme ça. Donc, par ailleurs, la classe oligarchique déteste les référendums qui avaient été introduits en France par De Gaulle, et là, vous pouvez être à peu près sûr que dans les années qui viennent, il n'y aura probablement pas beaucoup de référendums. Notez d'ailleurs des phénomènes qui peuvent paraître a priori, enfin qui peuvent étonner, disons, mais dont la vraie signification politique est totalement censurée, c'est que la presse et les juges, depuis quelque temps, s'acharnent sur les parlementaires. Alors, allant jusqu'à mettre en cause, enfin, sans doute des choses qui ne sont pas toujours parfaitement correctes, mais enfin qui ne sont pas d'une importance majeure sur le plan quantitatif. Cet acharnement des juges et de la presse, à qui cela profite? Au peuple? Bien sûr que non. Ça profite en fait aux hauts fonctionnaires, aux banquiers et aux juges eux-mêmes, c'est-à-dire les oligarques. Les oligarques qui, eux, ne sont jamais remis en cause. Les hauts fonctionnaires qui dirigent en fait les ministères, et qui sont bien plus importants que les ministres, ne sont jamais remis en cause. Les députés peuvent faire 3 mandats maintenant avec la nouvelle législation, donc ils pourront faire 3 mandats, mais un haut fonctionnaire qui est directeur du budget, il peut rester 40 ans directeur du budget, il n'y aura jamais d'imitation à ses fonctions. Donc en réalité, tout ce système, soi-disant de moralisation, n'est-ce pas, dont M. Bayrou a été chargé jusqu'à ces derniers jours, ce système de moralisation de la vie politique, c'est un trompe-l'œil complet, en fait, parce que les vrais décideurs échappent totalement à toute forme de contrôle. Si on ajoute en plus le fait que la presse comme la magistrature sont en réalité, même si c'est caché, dans les mains du pouvoir exécutif. On le voit bien, parce que si vous prenez... Là, on a eu un exemple très flagrant ces derniers temps. Il y a un maire, le maire de Montfermeil, qui est un horrible réactionnaire, paraît-il. Le maire de Montfermeil, M. Lemoine, a failli être écrasé par un scooter. Il y a un jeune qui lui a foncé dessus parce qu'il faisait une opération anti-drogue.
avec quelques personnes autour de lui, et les jeunes l'ont mal pris. Il y en a un qui lui a foncé dessus avec un scooter, puis il s'est retrouvé quand même à l'hôpital. Bon, pratiquement, on n'en a pas parlé. Quelques jours après, Madame Kosciusko-Morizet était presque souffletée par des tracts, disons, par un inconnu qui s'est révélé être un brave maire de province, et ça a fait un bruit médiatique absolument gigantesque. Vous vous rendez compte, on s'était attaqué à quelqu'un de l'oligarchie. Bon, et les juges vont sans doute suivre. Donc les juges comme les journalistes ne traitent pas du tout de la même manière les gens selon qu'ils appartiennent à la classe dirigeante ou selon qu'ils n'appartiennent pas à la classe dirigeante. Ça, c'est la réalité du système. Et si vous contestez ça, on va dire comment vous osez remettre en cause l'indépendance des juges, vous attaquez à la justice, ce qui est une hypocrisie absolument totale, parce qu'il est absolument évident que sur toutes les affaires qui ont une dimension politique, il y a une intervention de la politique sur les juges. Pas sur les affaires courantes, effectivement. Sur le vol d'un vélo dans une banlieue, il n'y aura pas une intervention, bien sûr, du garde des Sceaux pour orienter l'opinion du juge. Mais dès que c'est politique, dès que ça touche des gens de l'oligarchie, à ce moment-là, le système judiciaire est complètement à la botte. D'ailleurs, il y en a un qui était connu pour son réalisme et son cynisme, d'ailleurs. Enfin, son réalisme, c'était Napoléon, qui disait l'indépendance des juges, ça n'a jamais existé sous aucun régime. Et en France, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul juge qui est indépendant. Il y en a un, c'est pas si mal, après tout, il y en a un. C'est le premier président de la Cour de cassation, parce qu'il n'y a pas de poste plus élevé. Donc il ne peut pas briguer quelque chose de mieux. Donc lui, il est vraiment indépendant, il est vraiment libre. À condition, disait Napoléon, qu'il soit déjà grand croix de la Légion d'honneur, parce que sinon, il peut encore demander quelque chose. Donc voilà. Mais Napoléon s'y connaissait, je crois, en la matière. C'est un grand psychologue. Alors... Ces oligarques, donc je viens de décrire un peu, ont la même idéologie. Ils sont contre le patriotisme, contre le christianisme, contre la famille, contre les racines, contre les traditions culturelles. Ils ont tous été formés plus ou moins dans les mêmes écoles où règne le même état d'esprit. Dieu est remplacé par l'ego et ses caprices. Ce que je disais à l'ENA, quand on a créé l'ENA, la première promotion s'est appelée France combattante. Et je disais aujourd'hui, il faudrait rebaptiser ce nom et de l'appeler carrière méritante, parce que c'est plutôt ça qui domine l'esprit. C'est pas mal d'ailleurs en soi de faire une carrière, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin c'est un autre état d'esprit. Donc il y a le moi, il y a la morale qui est remplacée par la cupidité, l'homme traité comme une matière première et la technique qui devient une idole. Tous ceux qui ne partagent pas ce programme seront marginalisés, insultés et condamnés. L'idéal de l'oligarchie n'est pas du tout la démocratie, mais le gouvernement des experts en fait. Ces experts ne sont pas des scientifiques, ce sont en général des rhétoriciens mondialistes, ce sont des idéologues en fait, qu'on appelle des experts, comme si c'était des experts au sens, je dirais, technique ou médical. En réalité, ce sont des experts idéologiques. Ce sont des idéologues. Et Dostoïevski a très bien montré dans son livre Les démons que l'idéologie a les mêmes effets, j'ose pas dire les mêmes vertus, que l'alcool. Quand vous êtes ivre, vous ne voyez plus la réalité. Vous voyez la réalité, mais vous la voyez à travers le filtre de votre ivresse, parce que vous êtes intoxiqué en fait. Et la classe dirigeante oligarchique ne veut pas voir la réalité des choses, la réalité de l'immigration, de la criminalité, du chômage, de l'isolement social. Elle ne veut pas voir toutes ces choses-là, ça n'intéresse absolument pas. Alors, face à une classe dirigeante aussi, qui a aussi peu de compréhension pour ceux qui souffrent, il y a un phénomène. Alors Guy Huy, il utilise une formule assez amusante, il utilise un mot qu'il a emprunté au vocabulaire colonial, il appelle ça le marronnage des classes populaires. C'est la rébellion en fait. Ce qu'on appelait le marronnage dans les Caraïbes, c'est quand les esclaves fuyaient les plantations pour ne pas travailler. Ils s'échappaient, ils disparaissaient dans la forêt, on ne les retrouvait pas. Bon, après ils menaient la vie qu'ils pouvaient mener, mais en tout cas ils n'étaient plus esclaves. Et Guy Huy dit, au fond, il se passe quelque chose d'un petit peu équivalent aujourd'hui. De plus en plus de Français qui vivent dans la France périphérique, notamment les jeunes, échappent totalement au contrôle social traditionnel. C'est dans ce sens-là qu'ils font du marronnage. C'est-à-dire qu'ils échappent totalement à l'allégeance des partis, qu'ils soient de droite comme de gauche. Ils échappent à l'allégeance des syndicats. Vous savez qu'en France, il y a 9% de syndiqués dans le secteur privé, c'est quand même pas beaucoup. Les gens ne font plus confiance aux représentants d'une façon générale, qu'ils soient politiques ou syndicaux. Ils n'ont pas confiance dans la classe dirigeante. Mais tous ces changements d'idées, qui sont intervenus depuis une trentaine d'années, n'ont pas été créés idéologiquement par des grands professeurs. Ils sont nés des contraintes de la vie quotidienne. Par exemple, c'est l'immigration qui a conduit les gens à retrouver leur identité de Français. Alors qu'au départ, même, ils étaient devenus, je dirais, non-croyants en matière de nationalité. Ils s'en moquaient complètement.
Mais à partir du moment où ils se trouvent face à des minorités ethniques agressives, ils retrouvent leur identité de Français, et même leur identité de Blanc. Alors Guy Huy, d'ailleurs, a fait un chapitre assez amusant, d'ailleurs, qui s'appelle « Comment je suis devenu blanc », où il explique comment certains Français, qui sont dans des zones, effectivement, où les Blancs deviennent minoritaires, ils prennent conscience, finalement, qu'ils sont des Blancs, alors qu'au départ, ils n'y auraient même jamais pensé. Donc, vous avez des changements idéologiques dans la population, mais c'est produit par la situation très concrète dans laquelle les gens vivent. Ce n'est pas du tout produit par une influence qui vient de haut, évidemment. En fait, les gens, dit lui, veulent préserver leur capital culturel qui seul peut les protéger. Le capital culturel, c'est le fait d'appartenir à une nation, justement. Et il dit la société française ne devient pas du tout métisse dans l'apaisement, comme le souhaiteraient les dirigeants, pas du tout, mais au contraire, les tensions ne font que croître peu à peu partout où les problèmes se posent. L'insécurité ethnique change les esprits. Les gens ont besoin normalement d'un minimum de fraternité dans les solidarités familiales ou ethniques. Et comme l'a montré le sociologue américain Putnam, la diversité détruit les solidarités, détruit donc la fraternité. Donc quand on voit la propagande officielle des ministères, notamment, qui vous dit il ne faut plus de diversité, la diversité c'est bien, etc. En fait, la diversité sociale, il a été prouvé par les sociologues que c'est la destruction de la fraternité. Et quand les gens sont homogènes, ont les mêmes valeurs, se ressemblent, etc., il y a une fraternité entre les gens, évidemment, et les gens ne vont pas se méfier les uns des autres. Le taux de confiance, c'est ce que Putnam a mesuré aux États-Unis, est très fort. Si vous êtes dans une population qui est extrêmement diverse, avec des ethnies différentes, des morales différentes, des mœurs différentes, le taux de confiance s'effondre complètement. Et à ce moment-là, évidemment, on est dans une société très différente. Moi, je me souviens, enfin, il paraît que le pays encore où c'est le plus vrai, c'est l'Islande. En Islande, on laisse les voitures ouvertes, on laisse les appartements ouverts, on laisse tout ouvert, parce qu'il ne se passe jamais rien. Jamais... La population est totalement islandaise. Bon, et les gens ont les mêmes mœurs, la même morale, etc. Ils ne s'agressent pas entre eux. Je me souviens d'une anecdote qui m'est arrivée à Munich. J'avais acheté à ce moment-là un appartement à Munich, et la propriétaire de l'appartement, donc elle me donne les clés, et puis elle me dit, tiens, on pourrait fêter ça, votre arrivée, en allant dîner ensemble dans le centre de la ville. Alors je dis, oui, très bien, donc elle prend sa voiture, elle nous emmène dans le centre de la ville, et puis là, elle gare sa voiture. Elle avait un grand manteau de fourrure, parce qu'il faisait assez froid. Elle laisse, un manteau de vison carrément, bon, le manteau de vison, elle le laisse sur le siège du conducteur. Elle claque la porte, et elle s'en va. Je dis, mais hey, votre porte, vous ne l'avez pas fermée à clé? Mais je ferme jamais la porte de ma voiture à clé. Jamais. À quoi ça sert? Et vous avez laissé un manteau de vison visible. Bah oui, alors. Vous n'avez pas peur qu'on vous le prenne? Et là, elle part d'un énorme éclat de rire en disant, ah, les Français, vous avez de ces idées, vraiment, bah, vous êtes complètement paranoïaque, ça va pas la tête, non? Mais ici, il ne se passe jamais rien. Moi, ça fait 30 ans que je laisse mon manteau de fourrure dans ma voiture, on ne me l'a jamais volé. Dans mon village, toutes les portes de voitures sont ouvertes, les portes des maisons sont ouvertes, etc. À Gelsenkirchen, c'est pas très loin, il ne se passe jamais rien. Moi, je dis, bah non, en France, vous savez, maintenant il y a des codes partout, on ferme tout, etc. C'est la différence dans une société de vraie fraternité, si je puis dire, parce que les gens sont effectivement des frères, ils se ressemblent. Et une société complètement diverse, où là, au contraire, les gens n'ont pas confiance les uns dans les autres, et c'est ce qui se passe dans les banlieues américaines lorsqu'elles sont extrêmement diverses. Mais vous avez aussi des banlieues américaines totalement homogènes, où là on retrouve ces conditions-là. Hein. Certaines banlieues très riches américaines, effectivement. Par exemple, il n'y a pas de barrière. Les jardins sont sans barrière, par exemple, tradition anglo-saxonne. Bon. Mais ça, on ne peut faire ça que si on a un minimum de confiance dans les autres. Alors, ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est qu'on ne trouvera jamais aucune solution en insultant le peuple ou en le méprisant, comme le fait la classe dirigeante. J'ai trouvé que les propos, par exemple, qu'avait tenu le républicain Guénaud, n'est-ce pas, qui a été battu aux élections et qui a dit que les électeurs le faisaient vomir, c'est quand même hallucinant. Vous imaginez Peugeot dire que, parce qu'il aurait vendu 2 fois moins de voitures cette année, vous voyez la famille Peugeot dire les conducteurs de voitures en France nous font vomir parce qu'ils n'achètent pas cette voiture. C'est complètement dingue. Enfin, ça prouve d'abord un égocentrisme extraordinaire, et puis le mépris du peuple qui existe, qui est souvent caché, mais qui est très réel. Très, très réel. Donc criminaliser les idées d'une population majoritaire n'a pas beaucoup de sens. Comme je disais tout à l'heure, 70% pensent qu'il y a trop d'étrangers en France. Donc ça veut dire qu'il y a 70% de nazis en France. Bon, enfin, on voit bien que c'est complètement idiot, quoi. Mais c'est un petit peu ce qui est distillé quand même par la classe dirigeante. Une majorité d'ouvriers, alors cela dit, une majorité d'ouvriers, d'employés, de chômeurs, soit votent pour les partis populistes, ou soit s'abstiennent. Et il y a un pourcentage énorme, effectivement, d'abstention. Les ouvriers, 55% votent pour le Front National.
Les jeunes votent quand ils votent, parce que souvent ils s'abstiennent, bien sûr. Les 2 tiers des jeunes ne votent pas, en fait. Mais ceux qui votent, ils votent en majorité pour les partis patriotiques. Certains votent très à gauche aussi, mais ils sont moins nombreux, parce que le problème de la France insoumise de Mélenchon, c'est qu'il refuse de parler des problèmes de l'immigration. Or, on ne peut pas faire comme si ces problèmes n'existaient pas. Donc tous les gens qui pensent que ces problèmes existent ne voteront jamais Mélenchon, évidemment. Alors ils récupèrent quand même une partie des électeurs, c'est ceux qui ont des difficultés économiques et sociales, et voire des problèmes de délinquance. Ceux qui votent pour le système sont les bénéficiaires de la mondialisation, soit des bénéficiaires, soit des gens qui sont protégés de ces effets négatifs. Les vieux partis sont en plein déclin, comme on l'avait déjà vu en Italie. En Italie, c'est arrivé 10 ans avant nous, il y avait le Parti communiste et la démocratie chrétienne qui dominaient tout. Et puis, mais ils ont complètement été éliminés au profit de nouveaux partis, comme Forza d'Italia de Berlusconi, etc., la Lega Nord, qui est l'équivalent du Front National en Italie, bon, etc. Et donc, les vieux partis ont disparu, ou presque. Et aujourd'hui, avec l'affaire Macron, c'est exactement ce qui vient de se produire, c'est les vieux partis qui se sont effondrés, c'est-à-dire le Parti socialiste et le Parti républicain. Et ce qui prouve vraiment qu'ils sont effondrés, ce n'est pas seulement les résultats des dernières élections parlementaires, c'est les analyses sociologiques par structure d'âge, par strate d'âge. Le parti le plus âgé, c'est le Parti républicain. Vous avez la majorité de ses membres et la majorité de ses électeurs qui ont plus de 60 ans. Ça, c'est pas très bon signe pour un parti. C'était pas le cas du Parti gaulliste autrefois. D'ailleurs, le Parti gaulliste, il y avait beaucoup de jeunes. Mais là, c'est comme ça. Par ailleurs, 89% des citoyens disent que les politiciens ne sont pas intéressés par les problèmes quotidiens des Français moyens. Donc une défiance générale de la population. Alors, seules les souffrances de ces classes populaires et leur mécontentement, évidemment, peuvent changer le rapport de force entre les pouvoirs. Mais pour l'instant, à vrai dire, personne ne prend vraiment totalement en compte les souhaits de ces classes. Les partis de la classe dirigeante sont évidemment du bord opposé, ça c'est sûr. Mais du côté des ce que j'appelle les classes souffrantes, vous avez des partis, mais des partis qui gardent des aspects ambigus. Et ils n'ont pas tout le succès qu'ils mériteraient s'ils étaient plus fidèles aux classes populaires. Bon, je citais tout à l'heure France Insoumise. Bon, France Insoumise défend un certain nombre d'intérêts du petit peuple, disons, ça c'est vrai, mais ne veut absolument pas prendre en compte l'immigration. Alors ça déjà, ça leur enlève évidemment une partie énorme de l'électorat qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient fait le contraire. À la différence de l'ancien Parti communiste français, d'ailleurs, qui tenait compte de l'immigration. Le Front National, c'est pareil, c'est un parti ambigu, parce que il est partagé entre la nécessité, effectivement, d'aller dans le sens de son électorat populaire, et donc, par exemple, de parler de l'immigration ou de l'insécurité, des choses comme ça. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a une certaine ambiguïté dans la ligne politique qui est conduite, parce que la direction, en fait, est composée de bourgeois qui sont eux-mêmes, sociologiquement, parfois, même des oligarques de mentalité. Marine Le Pen elle-même, d'ailleurs, n'est pas vraiment issue d'un vote populaire, on ne peut pas dire ça. Elle était adoubée par son père à l'origine. Bon, alors pourquoi pas, mais l'expérience prouve que ce genre de méthode, quand ça se généralise dans un parti, c'est jamais très 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 bon. Son conseiller Philippot, par exemple, est un énarque de gauche, qui n'a pas, évidemment, dans sa vie quotidienne, à se confronter ni avec l'immigration, ni avec la criminalité, même s'il semble avoir quand même compris une bonne partie des problèmes de l'immigration. Donc il y a un décalage, je crois, avec le peuple, qui explique les résultats décevants du Front National au regard du boulevard sociologique qui s'ouvre devant lui. On l'a vu au présidentiel et on l'a vu maintenant aux élections parlementaires. La France, d'ailleurs, ne peut pas concevoir son avenir sans tenir compte du contexte européen. À ne pas confondre, bien sûr, avec l'organisme de l'Union européenne, qui est un organisme oligarchique. Mais il faut voir la situation en Europe, parce que la situation de la France n'est pas une exception. Mais il faut distinguer peut-être deux formes d'Europe aujourd'hui. C'est assez curieux, alors que le rideau de fer a disparu. L'Europe de l'Ouest et l'ex-Europe de l'Est. L'ex-Europe de l'Est. L'Europe de l'Ouest est gouvernée aujourd'hui par une oligarchie qui est soumise à l'oligarchie américaine, indiscutablement. Les élites au pouvoir dans ces pays sont un peu dans la situation des anciens collaborateurs du Troisième Reich. Madame Merkel, par exemple, est l'exemple même. Elle fut membre de l'oligarchie communiste autrefois, puisqu'elle était porte-parole du dernier gouvernement communiste
Et elle était aussi l'agent des services secrets chargé de surveiller l'ancienne Académie des sciences communistes. Alors c'est quand même pas mal. Hein. Bon, on aurait pu comprendre effectivement qu'étant dans une dictature communiste, elle ait fait quelques gestes, comme prendre sa carte du parti simplement pour faire carrière. Mais là, elle était quand même dans les services secrets chargée de surveiller les scientifiques. Et elle a donc retourné sa veste, bien sûr, pour devenir l'agent des Américains lors de la réunification allemande. Certains pensent même d'ailleurs, mais enfin bon, je n'ai pas de preuves, c'est difficile d'avoir des preuves de ce genre de choses. On pense que les Américains ont le dossier de Madame Merkel lorsqu'elle était fonctionnaire des services secrets est-allemands, communistes. Et donc, comme ils possèdent ce dossier, ils peuvent le publier du jour au lendemain, à ce moment-là, et sa carrière disparaît, Madame Merkel. Donc évidemment, avec des méthodes comme ça, en général, vous avez la fidélité assurée. D'ailleurs, depuis, elle ne fait que trahir son pays. Ouverture des frontières aux immigrés, suppression de l'électricité nucléaire, avec tous les problèmes que ça va poser à long terme, l'abaissement de l'armée allemande sur le plan budgétaire, mais aussi sur le plan moral, où on engage sans arrêt régulièrement des chasses aux sorcières à l'intérieur de l'armée, disant que les gens sont très dangereux dans l'armée, bon, et puis budgétairement, l'effondrement du budget allemand. Le refus systématique de Mme Merkel de donner la moindre aide aux familles et à la natalité. Si on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit que c'est comme si elle organisait la disparition lente de sa propre patrie. Que le nouveau président français lui ait prêté une sorte d'allégeance, c'est triste, mais ça a au moins le mérite de la clarté. Quant à l'Europe de l'Est, c'est très curieux, mais elle a été préservée de cette décadence des années 60 parce qu'elle n'a pas connu les mouvements 1960-1968. Elle était congelée, si je puis dire, dans le communisme et derrière les rideaux de fer. Et cette Europe de l'Est a conservé un attachement très réel au patriotisme et aux valeurs chrétiennes et traditionnelles. Alors c'est le cas de la Russie, bien sûr, qui est le cas le plus évident, mais aussi de pays comme la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie ou la Hongrie, qui sont des pays qui sont en conflit permanent avec la Commission de Bruxelles maintenant, notamment sur les questions d'immigration. La grande différence avec l'Europe de l'Ouest, c'est que dans ces pays-là, les élites sont très très proches du peuple. Un Premier ministre polonais il va défendre les mêmes opinions que l'ouvrier polonais, à savoir on ne veut pas d'immigrés, par exemple, pour prendre ce sujet-là. Bon. Tandis qu'en Occident, il y a une distance sociale énorme entre les dirigeants et la population. Cela dit, ce serait une erreur de croire qu'un pouvoir politique quelconque, même bien intentionné à l'Ouest, il n'y en a pas beaucoup des bien intentionnés à l'Ouest, mais enfin, puisse rétablir le patriotisme avec uniquement les forces de l'État. Il faut, quand on veut rétablir quelque chose comme le patriotisme, ce n'est pas une institution d'État. Je disais tout à l'heure, c'est un sentiment, une façon de vivre, etc. Et donc l'État, bien sûr, peut enseigner le patriotisme aux enfants à travers l'école. Il peut le faire en donnant quelques cadres, un cadrage, disons, au programme des chaînes de télévision. Des choses comme ça peut toujours se faire, c'est vrai. Mais ça ne suffira jamais. C'est pas parce que le préfet dit que vous devez être patriote que vous allez devenir patriote. Hein. C'est les limites de l'État, justement. Il faut donc que le peuple participe. Alors il peut participer comment? Il peut participer avec des associations patriotiques. Bon, il y en avait de très puissantes, la Ligue de la patrie française, etc., avant la guerre. Il y avait toutes sortes de ligues patriotiques qui n'étaient pas du tout subventionnées par l'État, qui étaient l'État radical et franc-maçon, mais qui étaient patriotes d'ailleurs. Mais donc ces associations patriotiques jouent un rôle très important. Elles étaient appuyées sur des masses d'anciens combattants aussi tout à fait considérables. Aujourd'hui, ça a presque disparu. Mais maintenant, je vois qu'il y a de temps en temps des associations patriotiques qui renaissent. Il y en a une, par exemple, à laquelle j'ai d'ailleurs apporté ma participation, qui s'appelle Volontaires pour la France, qui a été créée par le général Antoine Martinez, général d'aviation. Vous pourrez voir son site sur Internet, et qui ont pour but d'exercer ensuite une pression populaire sur les partis et sur l'État, en défendant les idées patriotiques et en restaurant même certains rites patriotiques au besoin. Charles Péguy l'a fort bien dit, ce qui est créateur et vital relève toujours de la mystique. Mais avec le temps, bien sûr, la mystique va se dégrader en politique. Vouloir recréer le patriotisme en France par des moyens purement politiques est sans doute une erreur. Bien sûr qu'il faut aussi le faire par la politique, mais pas uniquement. Il faut que le peuple tout entier appuie le mouvement. Or, ce sont les catégories qui souffrent qui sont à l'avant-garde. Elles n'ont pas le choix. Leurs conditions de vie existentielles les conduisent à comprendre pourquoi le patriotisme est la condition de leur survie. C'est alors qu'elles comprendront pourquoi leur pire adversaire est l'oligarchie de leur propre pays,
qui vit en parasite sur elle et avec laquelle aucun compromis n'est possible. Alors cette façon de voir, en se disant il ne faut pas tout attendre de l'État, il faut aussi que le corps social défende les valeurs traditionnelles à travers des organisations qui ne sont pas patronnées par l'État, ça c'est une chose qui, bon, aujourd'hui, n'est pas quelque chose d'admis et de parfaitement évident. Mais j'ai remarqué qu'en Europe de l'Est, c'était une vraie préoccupation. Et notamment en Russie. En Russie, ça peut paraître curieux, parce que le pouvoir est patriotique. Donc vous me direz, il n'y a pas de rupture entre le pouvoir et le peuple. Le peuple est patriote, ça c'est sûr, tous les sondages le montrent, mais le président Poutine lui-même l'est aussi. Alors donc il est de plein pied avec son peuple, si je puis dire. Et pourtant, et comme je le connais un peu, et je fréquente surtout son entourage, je me suis rendu compte qu'ils avaient une grande anxiété dans les milieux dirigeants de la Russie, qu'on n'a pas beaucoup chez nous, dans nos milieux dirigeants, c'est d'être coupé du peuple, justement, d'être coupé du peuple par des sortes d'écrans qui se constituent, même sans qu'on le veuille, par le poids des choses, le poids de la bureaucratie, le poids de la nature des choses. Et il y a deux types d'écrans qui sont craints par le Kremlin aujourd'hui. C'est le premier écran, c'est la bureaucratie de l'État. Donc ils se méfient énormément parce qu'ils ont une bureaucratie très puissante, un peu comme nous en France. Ils ont peur que la bureaucratie détourne les décisions de la présidence à son profit et dans d'autres perspectives, disons, et qu'un certain nombre de politiques ne soient pas menés comme il le faudrait parce que la bureaucratie est de mauvaise volonté. C'est des choses qu'on connaît très très couramment en France. Je vous ai peut-être raconté des histoires avec Juppé qui se battait contre son administration et qui capitulait toujours d'ailleurs, puisqu'il voulait baisser les impôts parce qu'il savait que les électeurs voulaient ça, et puis l'administration ne voulait pas baisser les impôts. Et l'administration résistait, et finalement le ministre cédait. Alors je dis à Juppé, mais pourquoi tu cèdes? Il me répond, t'as pas le droit de me dire ça parce que t'es un énarque, donc t'es comme moi, tu sais comment ça fonctionne, et tu sais que si je n'obéis pas à l'administration, je ne piloterai plus aucune manette dans ce ministère. C'est authentique, ça s'invente pas. Hein. Donc c'est, voilà. Et alors, Poutine ne voudrait pas qu'il y ait la même chose. Alors, il craint aussi, il craint non seulement ça, mais il craint aussi la création d'une espèce d'aristocratie parlementaire, disons, qui le couperait aussi du peuple. C'est-à-dire qu'il se méfie de sa propre majorité parlementaire. Et alors, il a donc créé un organisme qui s'appelle l'ONF, le Front National Pan-Russe, qui n'est pas un parti du tout d'ailleurs, mais qui est une organisation étendue sur tout le territoire pour lutter contre la corruption des élus, lutter contre les excès de l'administration. Et ce sont des gens qui donc envoient des plaintes à la présidence de la Russie en disant on a un gouverneur qui n'applique pas du tout les directives de la présidence, on a un maire complètement corrompu, et notamment dans le domaine de l'immobilier, etc. Et les gens le font parce qu'ils savent qu'ils seront protégés évidemment par la présidence s'ils font ça, parce que sinon ils se feraient massacrer. Les gens évidemment n'auraient plus ce comportement-là. Donc c'est une organisation très importante, mais qui n'est pas du tout un parti politique et qui contrôle le parti politique de la majorité, justement. C'est-à-dire que les députés tremblent un peu devant ce Front National Pan-Russe en se disant, bon sang, je vais être dénoncé à Poutine parce que ça fait 6 mois que j'ai disparu pour jouer au golf et je ne fais pas le boulot pour lequel je suis payé. Alors, bon, c'est des institutions sui generis, je ne dis pas qu'on peut appliquer ça. D'abord, on ne peut appliquer ça en Russie que parce que la présidence le veut. Donc c'est dans le contexte de là-bas. Mais par contre, je crois que la leçon qu'il faut en retirer, c'est pas qu'il faut faire la même chose, mais c'est que l'importance, disons, de ces organismes, ces associations patriotiques, pour même éventuellement pour résister à des abus de l'administration, résister à des abus de certains élus, etc. Il ne faut pas tout attendre de l'État, ou il ne faut pas attendre tout d'un seul parti politique. Ça, je crois que c'est une réflexion intéressante et un peu nouvelle par rapport à la pratique française d'aujourd'hui, où les gens ont perdu un peu l'habitude de militer dans des associations. D'ailleurs, ils sont dégoûtés un peu partout, donc ils sont devenus très individualistes et ils militent nulle part, même s'ils ne partagent pas du tout ce qui se fait au sommet. Alors, ma dernière remarque sera sur une constatation aussi d'ordre sociologique, c'est que, mais exprimée de façon plutôt philosophique, l'idée que le salut vient toujours de la souffrance. Alors, c'est pas un message agréable à entendre, j'en suis tout à fait conscient. D'ailleurs, les grands hommes politiques qui se sont trouvés dans des situations extrêmement difficiles ont tenu des discours de ce genre, hein, comme Churchill en Angleterre, etc. Je n'ai rien d'autre à vous proposer que du sang et des larmes. Bon, c'était lié à la situation de l'époque, bien entendu. Mais il y a une réalité plus prosaïque qui fait que si le patriotisme doit renaître, il va renaître sans doute d'abord, en priorité, au sein des catégories du peuple qui souffrent.
Il y aura bien sûr toujours des intellectuels patriotes, ils seront là pour accompagner le mouvement, mais les chefs dignes de sauver la patrie seront très probablement des résistants, beaucoup plus que des carriéristes centrés sur leur propre ego. Les anciens Grecs, les auteurs tragiques notamment, l'ont compris très tôt. Pathos matein, c'est une expression qui revient très souvent sous la plume de l'auteur tragique Sophocle, qui exprime cette dure vérité: on apprend dans la souffrance. Pathos matein, on apprend par la souffrance. L'homme ne finit par comprendre vraiment la situation dans laquelle il est que s'il souffre. S'il ne souffre pas, il ne comprend jamais, il ne comprend pas. D'ailleurs, la souffrance, même je dirais au sens médical, elle a été créée par la nature, si je puis dire, dans ce but-là. Hein, c'est quand on a mal aux dents parce qu'elles sont en train de se détraquer complètement, on va voir le dentiste. Si on n'avait pas mal, ben, on ne ferait rien. Et après, ce serait bien pire, évidemment. Donc, c'est un indicateur très précieux, la souffrance. Et donc, ça existe en biologie, ça existe aussi en psychologie. Les catégories qui retrouvent le patriotisme sont celles qui sont frappées par le destin, les Ereignis de Heidegger. Et effectivement, moi j'ai pu le constater dans certaines niches professionnelles, qui ne sont pas forcément très nombreuses, mais où j'ai vu une éthique et notamment un patriotisme assez exceptionnel, et qui s'expliquait par la nature même du métier que les gens exerçaient. Par exemple, j'ai beaucoup fréquenté les policiers de la brigade anti-gang et aussi la police judiciaire de l'antiterrorisme. Bah là, vous avez affaire à des gens, je peux vous dire, qui sont patriotes. Hein. C'est normal vu le métier qu'ils font, si vous voulez, ça ne peut pas être autrement. Certains enseignants dans les banlieues à problème, pareil, prennent conscience de ce qui se passe et le dénoncent parfois d'ailleurs. Des jeunes chômeurs qui sont confrontés à la haine raciale des minorités, bah, ils vont changer leur comportement politique. Des agriculteurs ruinés par la concurrence internationale, toutes ces catégories-là, à cause de la situation dans laquelle ils sont très concrètement tous les jours, ont tendance à redevenir patriotes, même sans avoir une réflexion philosophique pour cela, parce que c'est une nécessité de survie tout simplement qui s'impose à eux. Par contre, les planqués, qui sont protégés par un statut juridique, les financiers, dont la fortune est principalement à l'étranger, les intellectuels et journalistes qui sont protégés par des coteries, des copinages maçonniques ou autres, ces gens-là, évidemment, n'ont aucun intérêt à défendre particulièrement la France et à sacrifier pour la patrie, parce qu'ils s'en tirent très très bien, dans un cadre tout autre, et grâce à des outils qui sont les outils de leur profession aussi. Hein. Alors, il faut prendre conscience d'une réalité qui est tragique. C'est que nos ennemis sont en France même. Il y a les ennemis au sein des communautés immigrées. Bon, ça on le voit bien à travers les attentats qui de temps en temps explosent, hein, comme vous le savez. Hein. Le phénomène terroriste, c'est pas uniquement le phénomène des terroristes ne se réduit pas, c'est ce que je dis toujours, aux terroristes. Les terroristes, c'est ceux qui sont capables d'agir, qui sont capables de poser une bombe quelque part. C'est toujours forcément très peu de monde. C'est dramatique, mais c'est très peu de monde. Mais autour du terroriste, vous avez des gens qui sont prêts à l'aider, lui prêter une voiture, lui prêter un logement, etc. Bon, bah déjà, ça crée tout un réseau qui permettra ensuite aux terroristes d'agir. Ensuite, au-delà du cercle des gens qui sont prêts à aider les terroristes, vous avez les gens qui ne sont pas prêts à aider les terroristes, mais qui, au fond d'eux-mêmes, pensent que les terroristes ont raison. Et ça, c'est le problème d'une partie importante de la communauté musulmane en France. Des gens qui ne feront pas de terroristes par eux-mêmes, ils ne sont pas violents, ils n'ont pas cette vocation-là. Peut-être même qu'ils n'aideront pas un terroriste s'ils en voient un, parce qu'ils auront trop peur, quoi. Mais au fond d'eux-mêmes, quand même, ils ont raison, hein, parce que vraiment, cette société pourrie de Français mécréants, etc., il faut défendre les valeurs d'Allah, les valeurs de... Et voilà. Et donc, ça, c'est une catégorie très importante, ça représente beaucoup de gens, et ça favorise évidemment la diffusion, la création des réseaux terroristes, d'avoir toute une population qui soit de ce genre-là. Ensuite, vous avez les gens indifférents, bon, et puis enfin, vous avez les gens qui sont authentiquement antiterroristes. Mais les gens authentiquement antiterroristes, d'après les sondages qu'on a dans nos services secrets, sur 7 millions de musulmans en France, vous en avez 2 millions qui sont vraiment antiterroristes. Vraiment, qui sont sincères. Hein, Alors, quid des 5 millions autres? Alors, encore une fois, ce n'est pas tous des terroristes, hein, ça c'est sûr, je vous ai montré tous les cercles concentriques. Hein, voilà, donc il faut aussi tenir compte de tout cela. La réalité tragique, je disais, nos ennemis sont en France même. Ben, il y a ceux-là, mais il y a aussi une autre catégorie d'ennemis, c'est les dirigeants, si vous voulez, français, qui se moquent complètement de la France, qui ne s'intéressent pas du tout à la population, et qui défendent leurs intérêts dans un cadre multinational et sous les ordres des Américains. Donc ça existe aussi.
Il y a une certaine France oligarchique, à la limite, qui s'organise presque pour tuer la France populaire. Car plus les Français perdent leurs racines, plus ils sont submergés par l'immigration, plus l'oligarchie pourra régner, évidemment, et moins il y aura de résistance. Et plus ce sera éventuellement possible de mettre en place une future dictature d'experts mondialistes. C'est ce qui est à craindre avec le macronisme, si je puis dire. La survie de la France et de ses libertés est en jeu. Ce n'est pas la première fois dans notre histoire, bien sûr, mais la situation a rarement été aussi grave et surtout masquée à la conscience de nos concitoyens, parce qu'on fait tout pour leur cacher la réalité de la situation, bien sûr. Les démographes, eux, sont plus lucides parce qu'ils manient des chiffres. La population française de souche recule, ils le savent très bien. L'étranger croît en nombre sur notre propre territoire. Et si les tendances qu'on constate aujourd'hui devaient durer éternellement sur une longue période, la France telle qu'on la connaît disparaîtrait. Mais, comme l'a dit Heidegger, en paraphrasant le poète Hölderlin, c'est au cœur du danger qu'apparaît et que croit au sens de croître, bien sûr, que croient ceux qui sauvent. Les forces conservatrices et patriotiques mûrissent dans l'ombre. Parfois, brusquement, elles apparaissent au grand jour, comme ça a été le cas avec la Manif pour tous. Vous savez qu'à l'étranger, cette Manif pour tous a étonné énormément de politologues, de spécialistes, notamment en Russie. Ils se sont dit, mais il y a des sortes de forces de résistance en France qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne soupçonnait absolument pas. Et pourtant, ça existe. Un jour, les classes souffrantes, qui deviendront peu à peu majoritaires, finiront un jour sans doute par prendre le pouvoir. On ne sait pas quand, ça c'est très difficile à dire. À ce moment-là, évidemment, la France redeviendra patriote, mais il faudra sans doute qu'elle redevienne avant même cette prise du pouvoir, pour pouvoir créer effectivement les réseaux et l'ambiance sociale qui permet véritablement au patriotisme de vivre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le patriotisme, il ne peut pas venir simplement de l'État. Il faut qu'il vienne de l'ensemble de la société, et donc il faut que l'État ait des relais qui soient des associations patriotiques, comme ça existait, encore une fois, mais de façon vraiment très systématique partout, sous la Troisième République autrefois, avant la guerre de 14. C'était très important à cette époque-là. Ça a disparu, mais il faut sans doute que ça renaisse. C'est alors seulement que, à travers l'État, mais aussi à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés civiles, c'est à travers ces associations, on pourra recréer les conditions de la résistance, puis ensuite de la renaissance nationale. Merci de votre attention. Voilà, nous avons un petit quart d'heure pour des questions.